Bonjour à tous ou bonsoir à tous et merci d'être avec nous ici même Bassin La Bourse ce soir ou cet après-midi, en fin de soirée en tout cas pour parler culture. Oui, on va parler culture. Quelle culture? Une culture à la mémoire de nos ancêtres. Hein. Un devoir, on dirait même, hein, un devoir de mémoire. Et pour m'en parler, j'ai bien sûr avec moi Julie. Julie, comment tu vas? Ça va très bien. Merci d'être avec nous. Hein. On n'est pas tout seul ce soir. Tout à fait. Explique-moi un petit peu qui on Alors, a comme ça avec nous. Aujourd'hui, bien pour parler justement de cette cause de nos ancêtres, de l'esclavagisme et de notre histoire de la Réunion. Et pour nous honorer aussi le 20 décembre, nous avons avec nous Aline Murin. Aline, bonjour. Bonjour, toujours un plaisir d'être là. 20 décembre, fête la liberté, fête CAF. N'est-ce pas? Allons causer. Alors Aline, faut qu'on signale un petit peu à toutes les personnes qui nous regardent que tu es professeur d'histoire à la fac. Et également au collège. Et au collège aussi. Oui. Julie aussi est professeure d'histoire. Donc ça tombe bien, je suis entouré de deux professeurs d'histoire pour parler de l'histoire, hein, d'une réalité ou d'un gros mensonge, on ne sait pas, parce que... non, je ne vais pas mettre... On a dit qu'on ne discute pas de ça. Hein. On a dit qu'on ne discute pas de ça. Oui. On va parler de l'histoire qui est écrit dans les livres et qui est raconté par un certain nombre de personnes et qui font que il y a des choses qui ne peuvent pas ne pas exister. Par exemple, 1505, la découverte des Mascarennes. Hein, oui. La Réunion a été découverte en 1505. Oui. Elle est commencé à être peuplée ici avec 10 femmes malgaches et un dénommé païen. Voilà, hein? En 1663, exactement. Oui. Et après, ça a commencé les arrivées des esclaves de Madagascar et des esclaves de l'Afrique. Les esclaves de Malgache sont arrivés un petit peu en avance, c'est-à-dire en 1718. Et ensuite, les esclaves de l'Afrique sont arrivés en 1721. Et ils sont restés ici un certain nombre de temps, presque, on va dire, presque 3 siècles. Hein, 300 ans, presque 300 ans. Et c'est passé énormément de choses pendant ces 300 ans-là. C'est pour ça que ce 20 décembre, on commémore, hein, ou on a commémoré cette fête de l'esclavage, cette fête du 20 décembre et cette fête CAF. Alors, je vais peut-être voir un petit coup, Aline, pour nous expliquer un petit coup les grandes lignes, tout ce qui s'est passé, les plus gros, et c'est quelque chose qui vraiment te touche vraiment, Aline. Pendant ces 300 ans-là, il y a eu quelque chose, il y a eu le marronnage. Hein, c'est le sujet d'aujourd'hui, le marronnage. Hein. Explique-nous en 2 mots, le marronnage, c'est quoi? Alors, d'abord, rapidement, c'est vrai que notre histoire à nous, elle a plus de 350 ans. Et il est vrai que sur ces plus de 350 ans d'histoire, plus de la moitié a été concernée par l'esclavage. Oui. Alors, si en 1685, c'est le Code noir qui concerne les Antilles, nous, notre code noir à nous, Code des Mascarennes, ça s'appelle les lettres patentes. Donc, c'est à partir de 1723 que l'esclavage l'est officiellement appliqué à la Réunion. Oui. Et là, baise-moi, il commence pour bonnes esclaves, là. Ces esclaves, vous l'avez dit tout à l'heure, ils viennent, c'est vrai, sur la côte africaine, en Afrique, plus exactement au Mozambique, mais ils viennent aussi, surtout, de Madagascar. Et Schulcher, Victor Schulcher, il dit, dès qu'il y a eu l'esclavage, il y a eu le marronnage. Et le marron, c'est quoi? Le marron, c'est tout simplement un moun, un homme, une femme, qu'il a dit tout de suite non. Lui, il ne veut pas être sous le régime esclavagiste. Donc, dès qu'il y arrive sur le littoral, il a décidé de fuir. Donc, le marron, qui est resté dans le langage réunionnais, était timaron. Oui. Timaron, c'est ça, il vole le chemin. Ça va. Et c'est ça qui est intéressant de se rappeler. Le marron, c'est tout simplement celui qui va refuser. Voilà. Et qui va résister. Refuser. Mais il y a 2 moments, Julie, refuser. Refuser où, dès qu'il arrive ici à La Réunion, que le bateau débarque, ou bien refuser aussi quand il est dans les exploitations agricoles? Est-ce que déjà on peut définir un plan? Est-ce qu'on peut déjà expliciter le marronnage? Certes, on en parle hein, directement comme ça, mais peut-être donner différentes directives du marronnage, puisque le marronnage, il est quand même étudié à un plan élargi. Donc, on avait cité déjà donc, dans un premier plan la place du marronnage dans l'histoire, c'est-à-dire dans l'esclavagisme, d'accord? On sait qu'il y a eu la culture du café, ce qui a emmené quand même la traite de l'esclavagisme qui a été très importante à La Réunion par la traite du café, justement. Et puis ensuite, en deuxième point, on peut se poser la question, le marron, c'est qui? Pourquoi? Comment? D'accord? Et ensuite, dans un troisième point, pourquoi eh bien, justement, ne pas se poser la question du marron, est-il un homme des Lumières?
Ah, n'est-ce ça pas? j'y tiens. Alors, faire référence au XVIIIe siècle, Aline. Mais Aline, le marron, est-ce qu'il est marron tout de suite quand il arrive? Ou bien, Absolument comme pas. tu as dit tout à l'heure, hein, dès qu'il débarque? Ou bien sinon, est-ce qu'il est marron aussi après? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'esclave, quand il trappe à lui, la traite négrière, Oui. quand on va l'embarquer dans le bateau, Dans le bateau, il n'a pas le choix là. Là, il subit cet arrachement, Tout à fait. ce déracinement de sa terre natale. Tout à fait. Donc là, il est dans les cales des navires et il arrive à La Réunion. Oui. Compliqué pour lui de toute façon, tout de suite de fuir, puisqu'il ne connaît pas l'île. Donc effectivement, c'est parce qu'il connaît l'esclavage. Il est victime déjà de ce système esclavagiste. Une fois qu'il a connu ce que c'est là qu'il va fuir. Donc le marronnage est savamment préparé. Tout à fait. On aura le petit marron qu'on appelle le renard. Lui, une fois qu'il est dans l'habitation, très souvent, il va partir parce qu'il a faim. Il a faim. Missier, mal à faim. Missier, ça boucle à moins trop. Ou sinon, parce que il faut savoir qu'à l'époque, le marron, il a ses airs, il habite Sainte-Marie, par exemple, il habite à Sainte-Suzanne, il va aller voir sa chérie, il va aller voir son zézère. Donc, il va s'absenter pendant 2 ou 3 jours sur le littoral, dans l'habitation, pardon. Donc là, le petit marron, et il revient. Oui. Il revient parce qu'il n'a pas le choix. Et le grand marronnage, tout à fait. c'est là que c'est dangereux. Ça, c'est savamment, c'est réfléchi. Oui. Et c'est là que moi, m'y tiens à dire, le marron est intelligent. Le marron, il avait tout de suite compris ce que signifiait le mot liberté. Et là, on arrivera après, on va continuer. Et pourquoi on marronne? On marronne pour plusieurs raisons. Et tout à fait. Et on sait aussi que les punitions peuvent être extrêmes, allant du petit au grand marronnage. Et le grand marronnage, de toute façon, la peine est certainement une peine de mort. Alors, il y aura aussi dans le code noir, le code de l'aide patente, il y aura aussi des articles concernant les marrons. Oui. Le marron qui va fuir puisqu'effectivement c'est dangereux. Mettez-en à la place. Le marron, c'est une main-d'œuvre. L'esclave, pardon, c'est une main-d'œuvre. La besoin, elle est pour travailler. Donc, s'il y part, surtout que le colon, il a acheté cet esclave. Donc, s'il y en a un en moins sur le lieu agricole, l'espace agricole, c'est dangereux. Et puis, de toute façon, c'est pas que c'est dangereux, c'est que c'est une main-d'œuvre en moins. Donc, l'esclave qui part, la première punition, on va lui couper une oreille. On va lui couper un jarret. Un jarret. Deuxième punition... ça peut être aussi une fleur de lys, par exemple. On peut le marquer la fleur de lys. Oui. Mais la troisième punition, c'est la mort. Et certains esclaves qui vont être arrêtés vont aussi être enfermés dans l'ex-prison Juliette Dodu. Cette prison est un lieu aussi qui a enfermé, qui a incarcéré ces marrons esclaves. D'accord, donc c'est aussi quand livrés même... aux travaux forcés. D'accord, donc ça reste quand même un patrimoine très fort, notamment puisque ça marque quand même cette période de l'esclavagisme à La Réunion et des prisonniers marrons qui ont marqué aussi cette période. Ce lieu. Je salue toutes les initiatives qui ont été prises. Lorsque j'avais été à l'époque conseillère régionale en lien avec le patrimoine et la culture, il y a eu tout un travail qui avait été fait avec d'autres associations pour pouvoir préserver ce lieu. Aujourd'hui, ce lieu est classé monument historique. Maintenant, il y a tout un travail à faire ensemble pour que ce bâtiment, hier considéré comme la honte de la République, soit la fierté des maisons, la fierté des Réunionnais. N'ayons pas honte de dire ce qui s'est passé. Bien sûr. C'est faire de la honte des fiertés. Et la fierté, c'est quoi? Mais c'est un lieu qui a quand même enfermé nos ancêtres. Ceux qui ont été victimes. On peut faire un musée. Ça, c'est un autre débat. Là, on parle du marronnage. On ne va pas le laisser comme ça, bien sûr. Alors, Aline, explique-moi un petit peu. Tout ça a été écrit par quelqu'un. Il s'appelle Patente. Les lettres de Patente. Les lettres patentes, c'était justement en 1723. On est sous le régime de Louis XIV. Donc là, c'est en fait la traduction. Mais est-ce que Patente, quand il a écrit ça, il avait toute son objectivité? Mais non, il ne ment pas. Est-ce qu'il n'était pas dicté quelque part par des Blancs qui a dit « Écris-moi ça, s'il te plaît ». Mais non, c'est tout simplement le code de Colbert. C'est la mentalité de l'époque. Le code de Colbert, le code noir. Le noir est un meuble et le noir est une propriété du Blanc. Et donc, il y a des devoirs et il y a aussi énormément de restrictions. Des obligations pour le noir. Donc, évidemment, c'est un code aujourd'hui qui nous semble totalement inhumain, mais qui, pour l'époque, était totalement de rigueur. Mais à l'époque, c'était normal. L'esclave était considéré comme la main-d'œuvre nécessaire. Tout à fait. C'était un profit économique. On est là dans la justification d'un système économique
qui est en l'occurrence la plantation de la canne, le sucre, la racle, longtemps il était dit la racle, le rhum, et pour cela on avait besoin de la main d'œuvre esclavagiste. D'accord. On a connu des grands marronneurs, hein, des grands noms, hein, Furcy par exemple, Ansheng, Dimitil, Cotte par exemple, et puis on avait aussi des grands chasseurs. Mussard, par exemple. Hein, alors, Mussard, les chasseurs n'ont pas donné leur nom à des lieux ou des endroits ici à La Réunion. Par contre, les marrons ont donné des lieux. Hein, ont donné des noms à des lieux, pardon. Oui. Hein. Et je voulais... Oui. Oui, vas-y. Et je voulais peut-être revenir aussi sur un personnage aussi, Bronchard, hein, qui peut-être parle... Bronchard, c'est celui qui a arrêté Eva et Anchin à Salazie. À Salazie, d'accord. Eva et Anchin sont deux esclaves marrons que l'a vécu pendant plusieurs années à Salazie. Et pour la petite parenthèse, quand Zoti arrive à Salazie, Zoti voit la sculpture d'Eva. D'accord. Et pendant longtemps, Eva est restée toute seule. Et si ma mémoire est bonne, en 2016, paix à son âme, Gilles Klein, qui était un artiste, un sculpteur, on a ramené Anchin là-haut. Anchin, maintenant, peut communiquer avec Eva, donc ces sculptures, ces deux statues symboliques soient-elles, retracent la vie de ces deux marrons, Anchin et Eva, qui ont été capturés effectivement par Bronchard. On voit près de la mairie de Salazie notamment. Exactement. C'est ça. Voilà. Pas trop loin. Voilà. Donc ces deux sculptures font bien hommage à ces deux marrons. Rend hommage, et d'ailleurs la Caussade aussi, qui a écrit beaucoup sur Auguste Lacaussade sur Anchin, le Python d'Anchin. Le Python d'Anchin, voilà. Et il y avait aussi des métiers qui étaient des métiers spécialisés. Les chasseurs c'était des gens qui faisaient que ça. Par exemple, leur métier, c'était d'aller chercher des esclaves qui s'étaient éloignés un petit peu trop loin de la propriété. Alors, notamment parmi le gouverneur qui a donné la possibilité et surtout autorisé la chasse des marrons, c'est Maël Labourdonnais. Oui, d'ailleurs, Labourdonnais va récompenser Mussard. Oui. Mussard va obtenir un fusil justement parce que c'était l'un des grands chasseurs. Alors, moi surtout, imaginez à l'époque, Mussard, il bat de carré dans les sentiers, c'était quand même un grand athlète quand même. Bien sûr, et lorsqu'il est là-haut, il doit ramener une preuve de son butin. Tout à fait. Donc là, comment prouver qu'il a capturé des marrons? Il coupe une tête, il coupe un pied, il coupe un bras, une oreille. Et quand il arrive en bas, on vide le goni. Il dit voilà, aujourd'hui j'ai capturé tant ou tant de marrons. Donc Mussard, il y avait aussi des paillettes, il y avait aussi des Waro, il y avait aussi des Dijoux. Mais celui qui est le plus connu en tant que chasseur des marrons, chasseur des esclaves marrons, ceux qui ont dit non, ceux qui ont été courageux, nous avons bien sûr l'incontournable Mussard. Donc ceux qui appellent Mussard, les autres ancêtres de la chasse aux marrons, faut pas oublier. Ouais, mais bon, en 1765, Julie, il y a la fin de la chasse des marrons, ça n'existe plus. On décide d'arrêter. Hein? Tout à fait. On décide d'arrêter. Et en 1791, non seulement on ne les arrête plus, mais c'est fini les mutations. Ça veut dire que de 1765 jusqu'en 1791, même si au cas il y avait l'arrêt de la chasse des marrons, on continuait toujours à les mutiler, à les chasser, et tout ça. C'était pas vraiment, cette date de 1765 était vraiment une date qui n'était pas une date butoir, c'était pas arrêté, voilà. Non, c'était pas une boîte arrêtée. De toute façon, jusqu'à l'application de l'abolition de l'esclavage, le marron reste toujours l'animal. D'ailleurs, on le disait, c'est un animal dangereux. Encore une fois, il ne faut pas oublier que l'esclave, c'est la main-d'œuvre au service d'une activité économique qui est la canne. Et pour planter la canne, on a besoin d'esclaves. Donc, imaginez qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait fonctionner? C'est l'usine. Mais si l'usine, la pointe de courant, il ne fonctionne pas, à l'époque, s'il n'y a pas d'esclaves, il n'y a pas d'activité agricole. Et même après l'abolition de l'esclavage, on voit qu'on a quand même besoin de main-d'œuvre. Alors, peut-être qu'on n'a plus recours aux esclaves, mais on a bien recours aux engagés. Alors, d'abord, c'est intéressant ce que tu dis, Julie. Néné Bonpeux, il ne connaît pas pourquoi l'a aboli l'esclavage le 20 décembre. Alors. Il faut savoir que le décret, c'est en février 1848. Oui. Et on a attendu le mois de décembre pour appliquer, pour que Sarda Garriga, le commissaire de la République, il dit voilà, les 62 000 esclaves, vous allez les libérer. Pourquoi? Pour une raison bien simple. D'abord, à l'époque, il n'y avait point d'internet, il n'y avait point l'avion, tout ça. Il faut penser au trajet. Sarda Garriga arrive vers le 13 octobre 1848 à La Réunion. À ce moment-là, il se retrouve avec un tacon bon colon là. Il dit mais non, qu'on fait là? Nous, on peut pas.
Et il dit, oui, mais moi, je suis mandaté pour faire appliquer l'abolition de l'esclavage. Oui. Et là, on lui dit, mais qui ça, il occupe la canne? Il faut pas oublier que la coupe, il commence chez nous à partir du mois d'août. Et ça se termine au mois de décembre. Donc, il y a toutes des négociations qui ont été faites. Mais ce qu'on peut reconnaître quand même avec Sardinariga et dans l'histoire, même s'il dit, Tessarda, te la roule à nous, dans Zolicose, m'enroule à nous dans la boue. Mais en attendant, c'est une application de l'abolition de l'esclavage qui s'est fait sans effusion de sang. C'est ça aussi. Oui. Il faut aussi, important il faut de le mentionner. On n'a pas eu effectivement de révolte entre le mois d'octobre et le mois de décembre. C'est une abolition qui s'est faite quand même avec des négociations, certes, au détriment des esclaves. On est bien d'accord. Mais on n'a pas eu des révoltes qui ont été mises en place. Surtout, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que les esclaves ne savaient pas lire et écrire. Et ça, ils étaient assez dociles quand même ici. On ne va pas parler de docilité, mais on va dire surtout qu'ils n'étaient pas au courant de beaucoup de choses. Quoique, et c'est là qu'on vient sur les marrons, parce que tout à l'heure, tu me disais, le marron est un homme des Lumières. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on pourrait éclaircir cette pensée ou cette notion que tu avais énoncée précédemment? Pourquoi les marrons sont des hommes de lumière? Parce qu'on a connu des hommes de lumière qui étaient vraiment des hommes qui ont marqué le monde, Montesquieu, Voltaire, des grands philosophes. Etc. Pourquoi un marron serait été aussi un philosophe? Est-ce que ce serait faire allusion à ces mêmes personnages? Alors, Aline, le XVIIIe siècle. C'est le siècle des Lumières. Oui. Humanisme, pensée. Exactement, fin du XVIIIe siècle. Le marron était, bien avant les philosophes, celui qui avait compris le sens de la liberté. Et c'est moi, midi, que nous, Réunionnais, nous étions visionnaires. Oui. Nous avons compris que c'est la liberté qui épanouit l'être humain. Et les marrons, à leur insu, pendant que dans les salons à Paris, on avait tous ces philosophes qui étaient en train de débattre pour défendre la liberté et combattre l'esclavage. Oui. Mais eux là-haut, dans cette voûte étoilée là-haut, dans les montagnes, en silence, Banat est en train de cause la liberté. Banat est en train de faire l'humanisme. Banat est en train de préparer une société du vivre ensemble. Oui, les marrons ont été les pionniers dans ce que c'est le vivre ensemble. Vivre avec votre famille, vivre avec la paix, vivre avec votre religion, vivre avec votre ancêtres. C'est pour ça que moi, vivre avec les blancs? Non, pas à cette époque-là. Pas à cette époque-là. Il y avait quand même des colons qui étaient partisans quand même de l'abolition de l'esclavage. Bien sûr que même à La Réunion. Sinon, cela n'aurait pas été fait aussi facilement que ça. On a Auguste Lacossade qui défendait, enfin je veux dire, qui était bien sûr un défenseur. Bien sûr. Et bien sûr. Et quand on revient aussi aux marrons, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une certaine catégorie de marrons, par exemple entre malgaches et africains, puisque les malgaches, on le disait bien qu'ils étaient surtout rebelles, qu'ils ne se laissaient pas forcément dominer. Et comme Madagascar n'était pas très loin de la Réunion, du coup, c'était aussi une certaine alternative de fuir, puisque pour eux, c'était à proximité. Donc, il y avait peut-être plus de facilité de fuir pour pouvoir repartir au pays. Alors, il y a eu des tentatives. Oui. Ah oui, il y en a deux, trois esclaves là, essayé. D'ailleurs, le livre de Prosper Ève qui le dit bien. Hein. Il y en a qui ont tenté, mais c'est souvent voué à l'échec, puisque c'est pas évident de voler une barque, de partir. Donc, eux, leur seul moyen... C'est de naviguer. Parce que c'est pas par la mer, le seul moyen pour eux de retrouver ce qu'ils avaient vécu à Madagascar, parce que tu n'as pas tort, le marron malgache, c'est l'esclave malgache qui a fui. C'était en grande majorité celui qui a dit non à l'esclavage. Et pourquoi il fuit aussi? C'est sûr, parce que c'est pour ça qu'on revient. Le marron était réfléchi, il avait compris le sens de la liberté. Surtout pour le malgache, la mort est importante. Oui. Et quand ils sont sur le littoral, honorer et prier Zanar et prier leur Dieu, c'est compliqué. Et les ancêtres. La sépulture, la notion de l'ancestralité, c'est important pour le malgache. Et la fuite là-haut, c'est une façon pour lui de rentrer en communication avec ses ancêtres. Voilà. Tout à fait. D'accord. On va arriver à la fin de l'émission, Julie Solène. On va parler de ce fameux jour de 1848, l'abolition de l'esclavage, et surtout de ce 20 décembre. On le disait tout à l'heure, on n'a pas hâté que c'était pas le 20 décembre, c'était pas la bonne date. Le 20 décembre, c'est notre date à nous, la Réunion. C'est là qu'elle a été abolie. Oui. Mais la loi est appliquée depuis février 1848. Et puis on a aussi peut-être une date, Aline, 1794, une abolition non respectée par le traité. Alors, il y a eu une première abolition de l'esclavage en France. Oui. C'était 1794, où d'ailleurs Bacot et Burnell
avait été chargé de venir annoncer la nouvelle ici à La Réunion. Oui. Malartic, rappelle-toi ça. Oui. Malartic a dit chapaoula. Non, toi tu viens pas. C'est une abolition abolition manquée. Voilà. Et il a fallu attendre 1848, effectivement, quelques années plus tard, pour qu'on décide de libérer les plus de 62 000. Certains même disent qu'il y avait 70 000 esclaves à La Réunion à cette époque. En tout cas, ils étaient bien majoritaires par rapport aux colons. La part de la population esclavagiste à La Réunion. Ils étaient bien sûr bien majoritaires. Oui. Et c'est là qu'on voit... C'est important quand moi m'y entend aujourd'hui les violences et tout. Mais ces 70 000, quand on regarde l'histoire de La Réunion, ils se sont pas révoltés. Ils ont essayé de vivre comme ils peuvent. C'est sûr qu'il y a eu le banditisme, il y a certains qui ont commis des crimes, des viols, enfin, comme dans toute société, qu'il y a eu des bêtises, dodus. Oui. Mais je veux dire, après l'abolition de l'esclavage, l'île continue à avancer. C'est une population qui est quand même pacifique. C'est une population, je dirais, réfléchie. Oui. Réfléchie. Et on voit que la liberté, c'était ça qui animait Azote. Que la liberté, c'était une condition première pour être épanoui dans la vie. Pour être épanoui dans cette société. Mais cette promiscuité avec d'un côté les esclaves, de l'autre côté les blancs, et avec, tout de suite, après 1848, l'arrivée des engagés indiens, 3 peuples, 3 cultures différentes qui vivent ensemble dans ce que toi tu appelles tout à l'heure se vivre ensemble. Hein. Oui. Pas facile quand même, non? Pas facile, mais ça a été fait. Ça a été fait. Jusqu'à maintenant, je veux te dire que c'est une preuve irréfutable. Il y a eu de toute façon entente. Hein, le Malbar, le Malbar, quand il arrive là, moi, il me rappelle toujours un homme politique qui n'est plus de ce monde et qui utilisait toujours cette expression, pour ne citer que Paul Vergès, il était dit « Malbar la tripgonie ». Il veut dire quoi, ça? Il veut dire que le Malbar, il était malheureux, il était pauvre. Oui. Il n'y avait pas rien à manger. Donc, il veut dire surtout qu'il a subi aussi les mêmes pauvreté, la même problèmes, les mêmes conditions que l'esclave, parce que lui aussi, il a dû travailler. Bien sûr. C'est vrai qu'il était libre. Pour les premiers engagés, mais bien sûr, ça a été quand même une souffrance de quitter le pays et de ne pas être aussi atteint de revenir, de repartir. Il a été arraché comme l'esclave, et les deux ont dû travailler dans les mêmes conditions. Sauf que, il faut le dire, il était venu sur un contrat. Oui. C'était une liberté où il fallait travailler. À demi, tout à fait. Avec surtout une des conditions qui n'était pas connue au départ, mais quand arrivaient ici, ils le savaient, ils ne pouvaient plus repartir. Ça coûtait très cher de le remettre sur un bateau pour les renvoyer. Donc ils sont restés. Oui. Très peu d'engagés indiens ont repris la route. Tant mieux. Ça reste là. La maillée, comme on dit dans notre... Sinon, on n'était pas là. Exactement. Sinon, on n'était pas là. Et on parle de melting pot et on parle justement, est-ce que justement ça a pris, est-ce que nos cultures se sont mélangées? Tout à fait. Par la langue, par la cuisine, par nos traditions, par tout, en fait. Ça a été un mélange total. Et c'est pour ça que moi, Midi, mais elle n'est pas la seule à le dire, notre vivre ensemble, on l'a acquis. Aujourd'hui, il faut faire ensemble. Qu'est-ce que ça signifie faire ensemble? C'est aller rencontrer l'autre pour savoir qui ça les l'autre. Quand on connaît qui ça les l'autre, on peut renforcer le vivre ensemble. Tout à fait. Donc le vivre ensemble ne peut pas se faire sans faire ensemble. Oui. Avant de finir l'émission, Julie, Aline, j'aimerais poser une question. Je ne sais pas qui de vous deux va répondre parce que c'est une question un peu plus contemporaine. Est-ce que vous pensez tous les deux qu'aujourd'hui, on a toujours un petit part d'esclaves, on est quelque part un petit peu esclave, peut-être plus physique, mais une morale? Tout à l'heure, on l'a dit, notre histoire a été marquée par plus de la moitié de l'esclavage. Oui. Nous garde des séquelles. Les séquelles sont là. Mais pour pouvoir vaincre, pour pouvoir dépasser et avancer, on ne doit pas être dans l'esprit de revanche. Ne doit pas mettre à nous... Il n'est pas facile à dire, c'est vrai. Mais surtout, c'est un travail pour dire « nous veut plus ce qui s'est passé hier ». Et comment, justement, il revient. Parce que 2512 km², un petit caillou comme ça, où l'a dit Jean-Claude, sur ce territoire, donc l'esclavage était là, certes, mais avançons, dépassons et travaillons ensemble pour que notre histoire soit connue et qu'on ne reproduise plus ces faits qui ont été remplis de souffrance. D'accord. Julie, tu penses vraiment que nos chaînes qui étaient avant attachées et toujours attachées ou presque déliées actuellement? Brisées, et notamment, comme l'a dit Aline, nous, on avance. Aujourd'hui, on a cette jeunesse, on a cette nouvelle génération qui tend vers autre chose. Et on est ouvert sur le monde. On adore notre île aussi. On est là pour la développer. Et je pense qu'aujourd'hui, nous les jeunes et cette génération qui est en construction, fera tout pour délier ces chaînes. En tout cas, qui nous entravent. Et si c'est bien le cas.
Des chaînes qui sont peut-être plus physiques. Ou la première mois, le 20 décembre, nous dansons Maloya ensemble. Et le 20 décembre, tout ensemble, nous dansons Maloya. Oui. Il faut corriger peut-être ce qui doit être corrigé. 20 décembre, fête CAF, comme tu l'as dit tout à l'heure, Aline, il ne faut pas le prendre au premier degré. Non. Ce mot CAF qui veut dire. C'est toute la Réunion, m'y pense. Hein. Kafir, africain, etc. Puisque la fête du 20 décembre, c'est la fête de la libération, mais pas seulement la libération des esclaves, mais la libération de toute la Réunion. Et aujourd'hui encore, ce 20 décembre, c'est aussi quelque part la libération de nos mœurs, la libération de nos pouvoirs de décision, la libération de notre pouvoir de dire oui, de dire non. Exactement. Puisque aujourd'hui, à La Réunion, on n'a plus seulement des Blancs qui, comme dans le temps, commandaient, mais on a aussi des gens qui sont un petit peu de toutes les cultures, des Kafrines comme Aline, des Malbas comme nous, et des Oreilles qui sont nos meilleurs amis de l'autre côté, et puis des Chinois qui sont nos copains d'abord aussi. Donc on a aussi à La Réunion ce mélange qui a fait beau mélange, cette belle culture qui fait qu'on est fort en fait. Mais surtout, ça, on va pas revenir là-dessus, ça a tellement été, mais pourquoi la fête CAF, on libère quand même plus de 70 000 esclaves. Et ces esclaves étaient essentiellement venant d'Afrique. Oui. C'était le CAF, comme on dit, le CAF c'était l'Africain, le CAF c'était l'esclave. Tout à fait. Mais c'est vrai que tu n'as pas tort, le 20 décembre, c'est la liberté avec un grand L. La liberté pour faire, pour agir, pour aimer, pour s'entendre, pour construire ensemble. C'est dans ce sens qu'il faut avancer. Et non pas aller montrer du doigt l'un et l'autre, ah c'est où? Non, c'est la liberté d'un système qui hier nous a fait mal et comment avancer librement ensemble aujourd'hui. Voilà. D'accord, en tout cas, merci beaucoup. Hein. Si le marronnage n'existe plus, si fuir aujourd'hui n'est plus d'actualité, en tout cas, aujourd'hui, on a des gens qui aiment très bien La Réunion et qui, au lieu de fuir La Réunion, ils viennent ici. Ils viennent à Canal Austral pour cause la culture et pour danser la musique et cuisiner. Et si on doit fuir, c'est que quelques grands chefs d'entreprise, peut-être qui fuient le fisc pour aller habiter ailleurs. Là, on peut les appeler le marronnage du nouvel âge. Voilà, les chaînes de la richesse, alors. Voilà, okay. Merci beaucoup. Allez, c'est une petite plaisanterie qu'on a quittée. Et puis, bonne fête de fin d'année, amuse-toi bien, mange bien les chi, danse Maloya, et vive, soyons fiers d'être réunionnais. Ah oui. Moi, les fiers d'être une réunionnaise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aline, pour ce magnifique moment. Et on se retrouve. Bien sûr. L'année prochaine. Bonne heureuse. N'est-ce pas? Allez, bon, ok, allez, nous, on se retrouve la semaine prochaine et on vous souhaite le meilleur pour cette année 2023. Allez, à la semaine prochaine.